Radio Mieux-être. CJLV AM 1570. À Radio Mieux-être, l'homme en devenir. Une émission sur la croissance évolutive de l'humain. En compagnie de son invité, voici Samir Koussa. Bienvenue à ce nouvel épisode de votre émission. Aujourd'hui, je suis en compagnie avec Paul Pujol via Skype. Paul est en France. Dans sa vie, il a eu une expérience intérieure et dans sa démarche spirituelle, il a rencontré la pensée de Krishnamurti. Paul a écrit 2 livres et a un site web que je vous donnerai les coordonnées à la fin de l'émission. Bonjour Paul Pujol. Bonjour. Alors, on se disait avant l'émission que l'être humain n'était pas limité à sa mémoire. D'habitude, nous pensons que nous sommes notre mémoire et on le voit d'ailleurs quand il y a un malade qui a l'Alzheimer, etc. Les gens disent que ce n'est plus lui-même parce qu'il n'a plus sa mémoire, il ne reconnaît plus les choses, etc. Même chose quand les gens ont un problème cérébral et ils ne peuvent plus se remémorer de ce qu'ils ont vécu, des gens qui sont autour d'eux, c'est la même chose que pour l'Alzheimer, ce n'est plus la même personne. On dit même c'est un chou, il est devenu un chou, etc. Alors, pour vous, quel est le rôle de la mémoire dans la constitution de notre personne ou de notre être véritable? Et si nous ne sommes pas seulement la mémoire, alors qu'est-ce que à peu près nous sommes? Parce que je suis sûr que ce que nous sommes est indéfinissable et indescriptible. La mémoire, d'abord, naturellement, c'est très très important. Hein. Sans mémoire et sans pensée, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas communiquer ensemble et avec les autres personnes. Donc la mémoire et la pensée, je fais le lien mémoire-pensée, ce sont des outils tout à fait merveilleux, extraordinaires, mais qui ont en quelque sorte une limite, comme tout ce qui est biologique, hein, la mémoire étant dans le cerveau, elle est biologique et elle a une certaine limite, et donc ce qui est limité n'est pas du tout inintéressant, hein, c'est très intéressant la mémoire et la pensée. Mais naturellement, une chose illimitée fait des actions limitées et en fait fait des actions qui sont conditionnées. Et si nous pensons que notre esprit n'est que mémoire, eh bien malheureusement, nous limitons notre esprit aux limites de la mémoire et cela donne un esprit conditionné. Voilà. Et on trouve d'ailleurs dans la littérature de science-fiction des gens qui pensent prendre leur conscience, qu'ils pensent que c'est toutes les expériences, toutes les mémoires qu'ils ont accumulées dans leur vie et de les mettre dans un robot, etc. Ou bien on pense aussi ajouter à notre personnalité des mémoires que nous n'avons pas, des connaissances que nous n'avions pas et qui vont nous rendre super performants dans la vie, etc. Alors voilà, on dirait que toute notre culture est basée sur cette idée-là, que nous sommes notre mémoire. Oui, et que cette mémoire, nous pouvons... La mémoire, c'est une accumulation de connaissances, hein, comme vous venez de dire, et donc on pense que devenir de plus en plus intelligent, c'est accumuler de plus en plus d'informations, et en fait de plus en plus de données, et malheureusement, nous nous comparons en quelque sorte à un ordinateur. Plus il a de données, plus il est intelligent, plus il a de possibilités, mais je pense que pour l'homme, trop de données paralyse, au contraire. Aussi. Et tue en quelque sorte une spontanéité naturelle qui, elle, n'a pas forcément grand-chose avec la mémoire. D'ailleurs, on le voit nous-mêmes quand on connaît quelque chose sur un sujet et que quelqu'un commence à parler de ce sujet, tout de suite, nous avons en mémoire tout ce que nous avons appris et tout de suite, on est en train de classifier ce que nous entendons sans essayer de percevoir s'il y a une nouveauté dans ce qui est dit ou dans la situation. Oui, c'est vrai. En fait, quand nous disons « je comprends », en fait,
je comprends la parole de l'autre, mais je la comprends parce qu'elle fait partie de ce que je sais déjà. Je limite sa parole à ma connaissance, et en fait, je ne suis pas certain qu'on écoute vraiment l'autre. On cherche la confirmation de ce que l'on sait vraiment, déjà. Et comme vous dites, ce qui est nouveau, ce qui peut être nouveau chez l'autre, ne nous intéresse guère. On veut juste confirmer toutes nos connaissances que nous avons en nous. Et on arrive en fin de compte à une absurdité contradictoire, c'est quand nous pensons que si nous étions nés dans une autre famille, nous serions différents, nous aurions pu réaliser, et nous ne voyons pas en même temps que ce que nous pensons être, c'est les accumulations des mémoires que nous avons vécues depuis notre enfance. Donc si nous naissions dans une autre famille, ça ne serait pas nous, pas du tout nous, mais c'est ce que nous pensons. Tout à fait, ce serait quelqu'un d'autre, ce ne serait pas moi-même. Et vous savez, la mémoire, en fait, ça remonte même avant mes propres expériences, puisqu'il y a la mémoire cellulaire, il y a la mémoire de mes parents, de mes grands-parents, la mémoire de l'humanité, et sans doute inscrit aussi en nous le reste de la mémoire du monde animal. La mémoire, en fait, on ne sait pas quand elle commence vraiment. Elle remonte très 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 loin. Parce que les instincts, par exemple, sont des formes de mémoire. Oui, tout à fait. Ouais, le code génétique, où se trouve le nez, les yeux, etc., sont des formes de mémoire. Tout à fait. La vie on va dire pas principalement, mais la vie, de manière très très étendue, fonctionne d'après des informations. Et la mémoire, c'est un paquet d'informations qui se transmet d'individu à individu, de génération en génération. Et on va dire la mémoire, pour aborder le monde extérieur, ça fonctionne relativement bien, puisque par exemple, nos poumons sont adaptés à l'air, et l'air a changé très très peu depuis que les hommes sont sur Terre. Donc la mémoire de l'air a fabriqué nos poumons, et ça marche très bien. On a un peu de pollution, voire beaucoup de pollution, mais les éléments constitutifs de l'air sont toujours les mêmes. Voilà, alors nous avons un peu décrit les fonctions de la mémoire très très rapidement, bien sûr, d'une façon très vulgarisée. Donc, qu'est-ce que nous sommes à part ces mémoires dont nous avons parlé? Alors, tout à fait, c'est la question, parce que si on dit la mémoire est limitée, mais alors y a-t-il autre chose, Alors, on va essayer de voir quand nous désirons comprendre quelque chose, mais comprendre de manière profonde, il y a deux attitudes. Soit, comme on vient de le dire, on utilise nos informations et on cherche dans le passé des éléments pour comprendre ce qui est devant nous, donc on fait appel à la mémoire. Ou alors, je pense qu'il y a une toute autre attitude, on peut regarder, sentir, écouter directement ce qu'on essaye de comprendre, sans faire appel à la pensée, en utilisant tous ses sens et en ayant l'esprit dans une tranquillité et un très grand silence, pour essayer en quelque sorte de sentir ce qui est devant moi. D'accord, donc il y a parfois, même dans notre vie quotidienne, il y a parfois un saisissement devant un paysage, devant une musique qu'on sent très fortement, mais à ce moment-là, durant, disons, le senti, on dirait que la mémoire ne fonctionne pas, la mémoire psychologique, etc. Et c'est seulement après coup qu'on se dit que c'était beau, j'ai vécu une expérience magnifique. Donc c'est un peu vers cela que vous dirigez dans la définition, pas dans la définition, mais dans la description, qu'est-ce que nous sommes au-delà de la mémoire. Oui, disons, on explore. Bien sûr, on explore. Voilà. Alors, si vous voulez, dans l'exemple que vous dites, naturellement, on a tous été emportés parfois par un paysage ou une musique qui fait qu'on s'oublie soi-même et qu'on est un avec la musique ou le paysage. Mais ce que je veux noter, beaucoup de gens ont vécu ce genre d'expérience. Ce genre d'expérience, c'est un sentiment, on va dire, d'unité avec la vie, en quelque sorte. Parce que si la mémoire
est, on va dire, suspendu, le penseur est suspendu également. Si vous voulez, si la pensée est absente, je ne suis pas certain que le penseur soit là. Donc, autrement dit, que le penseur, nous, en général, nous pensons qu'il y a une entité qui est en train de fabriquer ou de sécréter les pensées et que cette entité est séparée des pensées. Ce que vous dites maintenant, c'est que, au contraire, le penseur et les pensées sont un. Il n'y a aucune différence. Le penseur, c'est la pensée. C'est comme le rêve et le rêveur. On connaît cette image. Si le rêve disparaît, où est le rêveur? Il n'est pas certain qu'il existe en dehors du rêve. Mais alors, ce que je veux noter juste dans ce type d'expériences, qui sont en quelque sorte des sensations, on va dire que le moi peut s'absenter momentanément, mais ce que je voudrais noter, c'est que quand la sensation finit, nous nous retrouvons tels que nous étions avant, et le moi est de nouveau là, et comme vous dites, la mémoire revient, la pensée revient, et en fait, cette sensation fait-elle naître l'intelligence dans l'esprit? Voilà. C'est pas sûr. Voilà, voilà, tout à fait. De nouveau, avec l'émission L'Homme en devenir, nous sommes en compagnie avec Paul Pujol, qui est auteur de 2 livres et qui nous parle de la France via Skype sur ce que l'être humain est. Nous avons commencé par dire que nous ne sommes pas la mémoire que nous croyons être, tout ce que nous avons accumulé, toutes les pensées, toutes les expériences. Et Paul Pujol a commencé à nous pointer vers quelque chose qui est la sensation où le penseur, dans le moment de la sensation, disons, n'est pas là. Par exemple, le regard d'un très beau paysage et tout de suite on disparaît, mais le paysage emplit, disons, notre être. Mais soudain, après quelques secondes, nous revenons en force et nous disons, voilà, nous avons vécu quelque chose de très beau, etc. Et Paul Pujol nous disait que cette expérience qui est sensitive et même parfois transcendantale ne nous a pas changé en quelque sorte. Nous sommes revenus tels que nous étions avant. Alors Paul, quelles sont les prémices d'un changement intérieur? Alors on vient de voir qu'on peut avoir une expérience, une sensation qui en fait n'utilise pas la pensée. C'est ce qu'on a découvert dans ce qu'on vient de décrire. Alors moi, le challenge, ce serait, est-ce qu'on peut observer son propre esprit de la même manière qu'on regarde le paysage? Est-ce qu'on peut observer son esprit sans l'intervention de la mémoire, sans l'intervention du passé, et voir son esprit tel qu'il est vraiment, pas avec les informations qu'on a sur lui. Mais les gens diront que quand il y a eu cette expérience du beau paysage, elle est venue spontanément, ils n'ont essayé de rien faire. Mais là, la question que vous avez posée, c'est est-ce qu'on peut? Donc c'est comme si quelqu'un devait la faire lui-même. Et là, ça devient un peu plus complexe. Oui, mais nous sommes appelés, je vois tout à fait ce que tu veux dire, nous sommes appelés à nous poser des questions sur nous-mêmes, puisque nous souffrons dans la vie, et la plus grande partie de la souffrance, nous la créons en raison de notre état d'esprit. Il y aurait en quelque sorte un dysfonctionnement dans notre esprit qui nous entraîne vers la souffrance, alors que, naturellement, personne ne désire souffrir. Tout à fait. Donc, on a un grand problème qui se pose à nous. Quel est le dysfonctionnement de notre esprit? Comment se fait-il que les hommes considèrent ce monde comme une vallée de larmes où tout le monde souffre? Tout à fait. Donc c'est là que la personne est amenée à se regarder, à s'observer, à voir pourquoi c'est le cas, pourquoi c'est une vallée de larmes. Pourquoi est-ce qu'on est emprisonné? Et si vous voulez, on ne doit pas imaginer la souffrance. On souffre, ce n'est pas une pensée. Nous souffrons vraiment. Donc, quand cette chose est là,
c'est exactement de la même manière. Nous ne devons pas penser à une solution concernant la souffrance. On doit trouver, se mettre en mouvement, observer et comprendre. Il ne s'agit pas de faire une théorie sur la fin de la souffrance. Il faut voir si réellement cette souffrance peut être bannie de la vie de l'homme. Voilà. Et en général, il est très facile de dire que je souffre parce que c'est l'extérieur qui me fait souffrir. C'est le gouvernement, c'est mon travail, c'est ceci, c'est mon époux, mon épouse, la famille, etc. Mais là, vous dites que c'est vraiment notre pensée elle-même qui détient les racines de cette souffrance. Et que cette souffrance n'a pas besoin d'avoir un élément extérieur pour qu'elle soit là. Tout à fait. Si nous pensons que c'est l'environnement qui peut nous changer, eh ben, le communisme a essayé, les politiques ont essayé, les religions ont essayé. Bon, le résultat n'est pas très très probant. Et si c'est nous qui créons la souffrance, en fait, c'est extrêmement dynamique. C'est à nous de comprendre cette souffrance, c'est à nous de la finir. Et on ne dépend plus d'un dieu quelconque, d'une autorité ou d'un maître XY. Nous avons cette capacité en nous, et c'est une capacité très importante parce que, comment dire, dès qu'on se préoccupe de la souffrance, on constate que tous les êtres humains souffrent. Tout à fait. C'est pas ma souffrance, hein, c'est la souffrance de tous les êtres humains. Donc ça devient une responsabilité, et pas une culpabilité, hein, naturellement, une responsabilité. Qu'est-ce que je fais sur Terre ? Tout à fait. Si je viens au monde, je souffre, je ne me déconditionne pas, donc je participe à la souffrance générale, je vieillis et je meurs. Voilà. Quelle drôle de vie. Oui. Et en fait, ce que vous dites maintenant, c'est que sans le vouloir et sans le savoir, si nous continuons à fonctionner tel que nous fonctionnons, nous ajoutons et perpétuons la souffrance humaine, la condition humaine qui existe. Tout à fait. Nous restons dans le domaine de la perpétuation de la mémoire, ce qu'on disait précédemment. Voilà. Nous créons aucune rupture. Alors, tout à l'heure, nous parlions quand on regarde un paysage ou un arbre, hein, qu'importe, hein, il se peut qu'il existe une sensation où la pensée s'absente, même momentanément. Hein. Alors, est-ce qu'on peut observer, par exemple, sa peur, la peur qu'on a dans l'esprit, sans aucune pensée sur cela, sans le mot peur, par exemple, mais le voir directement comme on regarde une table ou un fauteuil, regarder ce sentiment entièrement, complètement, dans toute sa complexité. Et si on fait cela, je pense qu'on perçoit que la peur est un produit de la pensée. Voilà. De toute façon, en général, pour continuer sur votre pensée, mais vous me corrigez si je me trompe, en général, quand on a, disons, un sentiment psychologique, pour utiliser un mot une phrase contradictoire, on commence tout de suite à y penser. J'ai une peur ou alors je commence à essayer de m'en sortir, de chercher ceci ou cela. Ce qui fait que l'énergie de la peur, au lieu qu'elle soit libérée, elle est mise en veilleuse, mais elle est toujours là. La pensée l'a seulement chassée. Alors vous, ce que vous suggérez, au lieu que ce fonctionnement de la pensée qui essaye de se débarrasser, par exemple, d'une peur intérieure, vous la laissez s'exprimer intérieurement, vous la laissez fleurir. Et en faisant cela, si j'ai bien compris, son énergie peut se libérer. Nous découvrons, dans le cas de la peur, nous découvrons la nature de la peur, sa racine. Ce que fait la pensée par rapport à un événement, elle cherche, en général, quand c'est désagréable, naturellement, elle cherche à contrôler, à
soit à contrôler, à maîtriser, ou alors à mettre un mouchoir dessus, comme vous dites, en oubliant, en se distrayant. Mais a-t-on jamais exploré la pensée? Est-ce qu'on peut rester avec ce sentiment? Parce que la pensée, c'est nous. Ce n'est pas une chose extérieure à nous, c'est dans notre esprit. En voulant contrôler, c'est comme s'il y avait la pensée et une partie de l'esprit qui n'est pas concernée par la pensée, qui est le contrôleur, et qui dit « je contrôle cette pensée ». En fait, en faisant comme ceci, nous fractionnons notre esprit, nous divisons notre esprit. Tout à fait, tout à fait. Et à un certain moment, la vision juste qu'il n'y a pas de penseur sans pensée, c'est ce que vous disiez, qu'il y a une perception pure de ce qui monte en nous. Oui, s'il n'est pas... La pensée existe, la nature du penseur, on peut la remettre en question. Et pour la peur, le sentiment a une certaine existence. Mais est-ce qu'il y a une entité qui a peur? Est-ce vrai? La peur existe, hein. On peut être effrayé par un bruit, par une voiture qui roule trop vite. Mais c'est juste un sentiment fugace. Et nous, comme nous sommes sous l'influence de la mémoire, on va dire, nous prolongeons cette peur, nous la grossissons tout au long de notre vie. À chaque expérience, on met une petite définition supplémentaire sur la peur. Et cette peur, nous avons l'impression, par exemple, que pour nous, c'est la même peur depuis qu'on est né enfant. Voilà, et c'est quelque chose qui nous arrive. Nous sommes séparés et c'est quelque chose qui nous arrive. Alors on dit j'ai peur, j'ai ceci, j'ai cela. C'est comme si comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est que le penseur se sépare de ses pensées. Oui, nous divisons en nous-mêmes. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. Premièrement, ça ne résout pas grand-chose. Mais surtout, en nous, ça crée de grandes tensions. Nous sommes violents envers nous-mêmes. Nous essayons de maîtriser la peur ou la sensualité, comme on fait les religions. Nous sommes toujours nous croyons être le grand contrôleur. Voilà. Et ce qui arrive, je pense que certains auditeurs qui nous écoutent pensent, donc, qu'est-ce que je fais pour laisser la pensée ou la peur ou n'importe quelle chose se passer sans que je m'y mêle. Mais déjà, c'est un peu difficile parce que celui qui dit cela, c'est toujours la pensée. Oui. La question comment faire, c'est déjà la pensée qui est en œuvre. Tout à fait. Puisque quand nous disons comment faire, en fait, nous n'avons même pas bougé le pied, on n'a même pas fait le premier pas. En fait, on ne fait pas le premier pas qu'on se dit déjà, mais une fois qu'on a fait ça, est-ce que ça va changer quelque chose? On réfléchit au deuxième pas, nous n'avons même pas fait le premier pas. Et si, comme vous dites, justement, on entend quelqu'un qui dit « Observez votre esprit sans penser ». Alors ça paraît quand même très étrange et même très difficile, parce que quand on teste cette proposition, la pensée arrive la plupart du temps dans l'esprit. Mais en fait, en faisant cela, on a découvert quelque chose. On a découvert que la pensée s'impose dans l'esprit. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout avant. La plupart des gens n'en sont pas conscients, non? Voilà. Donc c'est déjà un pas énorme dans la perception de comment nous fonctionnons. Oui. Même si on n'en est pas libre. Ah non, on n'en est pas là. Hein. On explore, on découvre que l'outil de la pensée, qui est un outil merveilleux, nous n'en sommes pas libres. La pensée s'impose à nous. Voilà. Alors restez à l'écoute. Nous serons de retour après une courte... Vous écoutez Radio Mieux-être, CJLV AM 1570.
De retour à l'émission L'Homme en devenir, nous sommes en compagnie de Paul Pujol qui se trouve en France et nous le contactons via Skype. Nous parlions de ce que nous sommes en fait et la possibilité qu'il y a une sorte de perception sans l'intervention de la pensée et donc de la mémoire. Donc c'est une exploration vivante à laquelle nous invite Paul Pujol. Alors Paul, nous sommes arrivés à un stade où nous avons constaté que le premier pas à faire, c'est de voir le rôle que joue la pensée et la mémoire dans notre vie. Et nous avions dit que c'était déjà un grand pas dans la découverte, dans l'exploration de ce que nous sommes. Alors continuons cette exploration. Voilà, c'est vraiment comme un voyage que nous faisons. Ce que nous avions dit, c'est que on dirait que quand quelqu'un nous raconte une histoire, vous pouvez observer votre esprit sans la penser, ou même vous pouvez regarder un paysage sans la penser. Ça paraît très très étrange. Et quand on essaye de le faire, quand on se prend à ce jeu, on n'y arrive absolument pas. La plupart du temps, la pensée arrive d'elle-même. Et donc, on avait dit, on découvre par ce constat que nous ne sommes pas libres de la pensée, que cet instrument s'impose à nous. Alors là, juste sur cette perception, moi j'aurais une question. La perception du fait que nous ne sommes pas libres de cet outil, est-ce que c'est une pensée ou est-ce que c'est une perception directe, ce constat-là ? Voilà. Déjà, c'est quelque chose. Ce n'est pas une pensée. On a découvert quelque chose. On a mis en pratique ce que nous proposions. Est-ce qu'on peut voir sans la pensée ? Oui, mais tout de suite, une seconde et même une fraction de seconde après, ça devient une pensée. C'est pas grave. Oui, tout à fait, tout à fait. Il s'agit de s'en rendre compte. Jusqu'à présent, on vivait de manière inconsciente. Là, la conscience arrive et on prend conscience qu'on pense. C'est déjà pas mal. C'est déjà une chose. Et voir quelque chose directement, comme cette relation avec cet outil de la pensée, cette relation non libre, c'est une perception directe qui n'a pas utilisé la mémoire. C'est une perception directe qui me fait voir l'esprit tel qu'il est, tel que je ne suis pas libre de la pensée, et en quelque sorte, c'est la véritable intelligence. Voilà. Nous commençons à éveiller quelque chose dans notre esprit, et cette chose, c'est cela qui peut nous déconditionner. Donc, la perception elle-même, sans l'intervention de la pensée, est intelligence. Vous voyez, c'est une intelligence créatrice. Et cette intelligence, elle-même, fait un travail de déconditionnement sans que sans notre intervention, disons. Oui, moi j'ai cette phrase qui me paraît juste. Quand la vérité, elle rentre dans un esprit, elle travaille toute seule. Si l'esprit est en contact avec ça, c'est quelque chose qui fait son chemin d'elle-même. C'est une semence. Oui, tout à fait. C'est une semence, alors qui peut croître ou pas, mais si on a une investigation, une enquête où on met toute son énergie, toute sa vie dans cela, cette graine trouve un terreau extrêmement favorable et cela peut fleurir. Tout à fait. Et continuons un peu plus loin. Donc, on est là, nous explorons, il y a cette semence qui peut grandir ou non, mais prenons le cas ça commence à prendre sa place, ça commence à fleurir même. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Ce que nous nous rendons compte, alors, on découvre on fait très simple. On découvre qu'on a une relation non libre avec la pensée. Ça, c'est le tout début, c'est scolaire. Et
on se pose des questions, puisqu'on a dit précédemment, c'est notre état d'esprit qui crée la souffrance, hein, on a vu ça. Donc, on se dit, j'ai des idées, mon esprit a des idées ou des valeurs qui créent cette souffrance. Et donc, je dois examiner toutes ces valeurs, regarder qu'est-ce qui constitue mon esprit, mon paradigme personnel, et le remettre à plat et le regarder avec cette intelligence vive qui va regarder tout pour la première fois. Qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est le mea culpa? À quoi cela sert-il? Voyez? Donc, qu'est-ce que c'est la solitude? Voyez? Oui. Donc, cette semence, disons, qui a été mise en nous à partir d'une expérience quelconque, va, disons, illuminer toute notre vie, pas seulement cet instant-là. Toutes les facettes de notre psychologie, de notre vie vont être illuminées par cette petite semence. Si on la laisse, disons, croire. Si on la laisse œuvrer. Oui, oui, tout à fait. Oui, je crois que c'est ça, puisque l'esprit concerne toute la vie. L'esprit, ça concerne les relations avec les autres humains, ça concerne qu'est-ce qu'une vie de famille, qu'est-ce qu'une vie de travail, qu'est-ce qui se passe dans mon travail, dans mes relations amicales, qu'est-ce que c'est l'amour. L'esprit, c'est quelque chose de très, très, très riche. Et donc, comme vous dites tout à fait, cette lumière, en fait, elle ne choisit pas ce qu'elle éclaire. Elle éclaire. C'est tout. Elle n'a pas à faire de choix. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a certaines personnes arrivées là qui pensent aller un peu vite, plus vite que ce que permet, disons, Mère Nature, et qui s'adressent à des psychotechniques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cadre-là? Donc, psychotechnique, je veux dire la méditation, la répétition d'une phrase donnée, etc. Est-ce que ça peut aider la semence ou est-ce que ça peut l'étouffer un peu? Ça, c'est un vaste débat très, très ancien. Est-ce qu'il existe, je schématise, est-ce qu'il existe une méthode ou des techniques qui rendent l'homme libre? C'est un peu ça, votre question. Tout à fait. Et en fait, on se rend compte immédiatement d'une contradiction. On va dire, si la liberté est conditionnée à quelque chose, est-ce encore la liberté? Si je suis libre parce que j'ai fait cela, cela est la condition qui a créé ma liberté. Donc, est-ce de la liberté? C'est un résultat conditionné d'une technique. C'est mon sentiment. Voilà, il y a plein de gens qui ne aussi, sont pas d'accord. Voilà, le mien aussi, mais il faut quand même le citer et pour différencier cette exploration vivante à laquelle vous nous invitez que de prendre une technique avec parfois des stades et qui sont souvent mécaniques, mais ça n'empêche pas quand même qu'une personne peut s'asseoir et observer le jeu de son esprit. Il n'y a aucun problème. Voilà. Hein, on peut parler de Krishnamurti. Krishnamurti a fait du yoga toute sa vie, hein, mais il a toujours dit le yoga, c'est pas un chemin spirituel pour lui. Hein, c'était pour entretenir son corps, avoir à la rigueur un esprit un peu pacifié. Mais la liberté est inconditionnelle, sinon ce n'est pas la liberté. Je suis ferme sur ce point de vue. Si c'est conditionné à quelque chose, en fait, nous faisons la rentrée de la liberté dans les circuits de cause et effet. Il y a une cause qui produit un effet, il y a la méthode qui produit l'éveil, et donc l'éveil est une réaction, et donc c'est cause et effet, et la liberté n'est pas dans ce circuit cause et effet. Voilà, et de toute façon, le résultat va être obligatoirement limité, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, donc ce ne sera pas une liberté totale. Non, ça reste dans le cadre de telle ou telle tradition ou telle école de pensée. En fait, l'esprit est tellement complexe, et tellement riche, et tellement rapide que ces techniques ne peuvent pas suivre la vitalité de l'esprit. Ça tend à figer l'esprit dans certaines certitudes ou croyances
Mais l'esprit est extrêmement rapide. Et on va dire, une des causes de la grande souffrance que nous avons en nous, dont nous parlions tout à l'heure, c'est que nous ressentons profondément que l'esprit a besoin de liberté, mais d'une liberté sans fin, et nous savons que nous ne l'avons pas. Voilà. Donc, ça, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, revenons à notre exploration après cette parenthèse sur les techniques qui sont sur le marché et qui peuvent, pour certains, il ne faut pas nier, et qui peuvent, pour certains, les aider au tout début, au moins pour découvrir la mécanicité de la pensée. Ça peut aider à découvrir cela, mais pas plus, à mon avis. Ça peut aussi aider à acquérir des pouvoirs quelconques, mais ce n'est pas la liberté dont nous parlions. Cela reste limité. Voilà. Si vous voulez, ce qui est important, comment dire, quand on commence l'exploration de l'esprit, on va comprendre des choses, plus ou moins rapidement, plus ou moins intensément selon les personnes. Ce qu'il faut être très vigilant, c'est ce que nous saisissons, ce que nous voyons profondément. Nous ne devons pas le traduire en théorie et en idéologie, puisque si nous créons comme une orthodoxie de la compréhension de l'esprit, en fait, on va refaire comme tous les mouvements religieux, on va commencer à créer des dogmes, et quand l'homme crée des dogmes, il défend les dogmes et il oublie de regarder. Et donc, nous retombons dans le même fonctionnement duquel on voulait se libérer de toute façon. Tout à fait, on a manqué de vigilance. Hein. Alors, ce qui est important, je pense, donc on ne cristallise pas, on ne fige pas la perception dans une théorie définitive, cela est la mort, hein, si on fait cela. Alors, si on arrive à avoir cette discipline, l'esprit devient extrêmement souple, très très souple, très naturel, et cela crée en fait une clarté dans l'esprit qui lui permet de voir avec précision. C'est une culture de l'esprit en quelque sorte. L'esprit devient de plus en plus sensible à tout ce qui se passe autour de lui et à l'intérieur de lui. Tout à fait, intérieur, extérieur, hein, voilà, naturellement. Voilà. Mais restez à l'écoute, chers auditeurs, nous serons de retour après une courte... De retour à l'émission L'Homme en devenir, et c'est notre dernière partie en compagnie avec Paul Pujol, que nous contactons via Skype en France. Alors nous explorions un peu ce que pouvait être une perception directe sans l'intervention de la mémoire, et Paul Pujol nous disait que cette perception est en vérité la semence d'une liberté totale que pourrait acquérir ou que pourrait vivre, disons, notre esprit. Alors Paul, nous étions arrivés là, et là probablement se posent plusieurs questions. Déjà, on me demande quelle est pour toi la différence entre le mot que vous avez utilisé, l'âme, et l'esprit. Vous avez utilisé l'esprit, mais certains utilisent l'âme. Alors, est-ce qu'il y a une certaine différence ? Alors, disons que l'âme, c'est quand même un concept, une idée qui est liée au catholicisme, au judaïsme. En Inde, il parlerait de l'Atman, par exemple. Donc c'est quand même une notion qui est issue d'un courant religieux, d'une tradition. Et donc, pour quelqu'un qui n'est ni catholique ou ni hindouiste, le mot âme ou Atman, ça ne va pas lui dire grand-chose. C'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise le mot esprit. Je n'ai pas trouvé d'autres mots qui soient le moins connotés possible par telle ou telle tradition. Il est un peu connoté, j'en suis conscient, mais moins que âme, Atman ou le grand soi aussi, comme on dit en Inde. Moi, je mets un peu ça de côté parce que ça fait partie des choses que j'interroge. Vous savez, quand j'ai dit on va passer en revue toutes les valeurs que nous avons dans l'esprit,
eh bien, il y a la valeur, j'ai une âme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que c'est peut-être une idéologie d'une religion? Tout à fait. Et en plus, le mot esprit est utilisé presque par tout le monde, même les plus matérialistes des scientifiques, quand ils parlent du cerveau, ils utilisent esprit. Et parfois, des gens spirituels utilisent esprit. Donc, c'est un mot un peu plus neutre que le mot âme. Voilà pour la parenthèse de la question. L'autre chose, dans la dernière partie de la section précédente, nous sommes arrivés à décrire une sorte d'émerveillement devant un paysage où la pensée ne se mêle pas. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ce sentiment du sacré dont nous entendons parler dans certaines mystiques ou même dans certaines religions? Ou est-ce que c'est différent? Oui, on peut trouver des liens, puisqu'il y a, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que notre esprit, dans le sens simple du terme, notre esprit, ce sont les pensées, les sensations, les émotions, tout cela étant issu de la mémoire et tout cela créant le penseur. Penseur et pensée étant un même mouvement. Et certains, on peut dire, c'est le moi également. On peut mettre ce mot, l'entité spirituelle. Mais alors, ce qui est assez extraordinaire à envisager, si la pensée dans une perception est absente, suspendue, on va dire même momentanément, or, on va procéder très lentement. Si la pensée est suspendue, ça veut dire que le mouvement habituel de mon esprit, qui est le mouvement de la pensée, le mouvement habituel de mon esprit est suspendu aussi. Donc mon esprit n'est plus en train de discourir, mon esprit découvre pour la première fois de sa vie le silence. Il y a un grand silence dans l'esprit. Et il y a deux choses sur ça, pour essayer d'être précis. L'arbre qui est devant moi, c'est un exemple, vu que je n'utilise plus le mot arbre, toutes les définitions botaniques concernant cet arbre, en fait, ce n'est plus l'arbre des hommes qui est devant moi. C'est comme un mystère. Et mon esprit habituel, fait de pensée, de mémoire et tout ça, étant également suspendu, toujours momentanément, on est prudent. Donc, celui qui observe, il est aussi le mystère. Et la relation, c'est la relation entre deux mystères. Et il y a quelque chose d'au-delà de l'homme, là. Ce n'est plus l'arbre des hommes, et ce n'est plus moi tel que les hommes le définissent. Tout à fait. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce qu'on peut appeler le sacré, ou non? Le sacré étant très religieux comme expression, mais si vous voulez, ce qui se passe à ce moment-là, je cherche des images, le moi, jusqu'à présent, était le centre de l'entité psychologique, et ce centre créait une bulle psychologique autour, le centre créant la périphérie, naturellement. Si le centre n'existe plus, la périphérie n'existe plus. Et donc cette bulle psychologique toute petite, étriquée et limitée, elle n'existe plus. Et là, nous avons un espace sans fin. Et on découvre que le monde n'a pas de bord. Il n'y a pas une périphérie du monde. Voilà. Et là, c'est que... Voilà. Mais il faut y ajouter que pour certains êtres, nous croyons que cet espace est toujours là, est toujours vécu, mais que pour eux, si je comprends bien, ils peuvent toujours fonctionner, ils peuvent toujours utiliser la pensée, parce que la pensée est un outil important. Donc, parce que nous, tout à l'heure, on parlait de la suspension momentanée de la pensée, etc. Mais là, ils n'ont plus de pensée, disons, personnelle, qui s'attachent à une image d'eux-mêmes, etc. Ils ont des pensées fonctionnelles.
Oui, on a établi une relation libre avec la pensée. Voilà. On l'utilise, naturellement, la mémoire aussi. Hein. C'est obligatoire. On ne peut pas parler. On ne peut même pas fonctionner, on ne peut même pas rien faire dans la vie sans cela. Mais on n'est plus limité à cela. On en devient libre et on l'utilise quand c'est nécessaire, si vous voulez. Voilà, comme n'importe quel outil. Voilà, comme un tournevis. On ne va pas prendre un tournevis, je ne sais pas, pour découper du pain. Ce serait un peu étrange. Mais ce qu'on découvre là, c'est une autre manière de fonctionner et c'est une autre relation à l'univers. En fait, on n'est absolument plus séparés du tout de la vie et de l'univers. C'est une seule et même chose. C'est comme, vous connaissez l'image, hein, on dit que la mer est une multitude de petites gouttes d'eau, mais une multitude de petites gouttes d'eau, c'est une expression de verbale. Quand il y a l'océan devant moi, je vois l'océan. Je ne vois pas des milliards de petites gouttes d'eau. Il y a l'océan. Et là, il n'y a plus nous et la vie. Il y a la vie. Et tout est vécu d'une façon complètement différente. C'est un territoire vierge que l'on découvre. La pensée a très peu exploré tout cela. Vous savez, il faut créer comme une nouvelle culture hein, pour nous sortir de notre désastre qui existe dans la société. Il est primordial que l'esprit découvre quelque chose de neuf, de frais, qui ne soit pas le résultat du passé. Et en faisant toute cette démarche, l'esprit devient comme si l'esprit renaissait à nouveau, avec toute une grande fraîcheur, une grande énergie. Vous savez, si on veut créer un monde nouveau, il faut que l'esprit, d'abord, soit nouveau. Sinon, on ne crée rien. C'est la même image que Jésus donnait, qu'on ne peut pas mettre du nouveau vin dans des vieilles outres. C'est la même idée. Oui, tout à fait. Ou coudre une vieille étoffe à une nouvelle étoffe. Hein, ça se déchire. Hein. Voilà. C'est l'image. Mais en fait, dans l'aspect religieux, religieux au-delà des religions, hein, dans l'aspect profondément religieux, intimement, il y a deux choses qui sont liées. Il faut être profondément libre. Dans les évangiles, il ne parle que de liberté. Hein. Il faut être profondément libre. Et un esprit profondément religieux, c'est un esprit profondément créatif, dans le sens de la Genèse, où il crée un nouveau monde. C'est un esprit de création. Voilà, et ça renverse toutes les idées que nous avions d'esprit religieux, qui est en général imitateur, conformiste, etc. Là, on rentre dans une créativité, dans une vie, dans une fraîcheur qui n'est pas de ce que nous pensions d'un esprit religieux. Oui, c'est tout sauf accepter des standards. Hein. C'est vraiment l'opposé. Hein. C'est l'esprit, un esprit religieux est profondément révolutionnaire et iconoclaste dans le sens briseur d'images. Hein. Un icône, c'est une image. Un iconoclaste, c'est celui qui se libère des images et qui n'en a pas besoin. Voilà. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut, à la fin de cette courte exploration, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs? Je sais qu'il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode, mais quand même, les gens nous écoutent et ils se demandent, bon, j'ai écouté, j'ai apprécié, je vois qu'il y a des possibilités, mais là, tel que je suis, je ne sais pas. Le point le plus important pour moi, personnellement, c'est arbitraire ce que je dis, mais n'acceptez pas le fait que la souffrance est inéluctable sur la terre. La souffrance, il n'y a pas un Dieu malin qui nous a condamnés à souffrir. Nous sommes les créateurs de cela et nous pouvons être les créateurs de cette fin de la souffrance. N'acceptons pas tout ce qu'on nous dit. Remettons en question même ce que je dis, évidemment. Doutons, on accepte beaucoup trop de choses, on est très passif. Hein, on accumule des informations et on les prend pour vraies. Nous avons cette capacité à comprendre les choses de manière profonde et intelligente.
eh bien, découvrons-la et utilisons-la sans dépendre de qui que ce soit. Voilà. Donc c'était le mot de la fin. Je vous rappelle que Paul Pujol est l'auteur de 2 livres. Le dernier, je cite de mémoire, Correspondance sur les enseignements de Krishnamurti. On peut écouter, voir les vidéos très très intéressantes de Paul en allant sur son site www.paul-pujol.net. Et là, vous allez voir ses activités et vous allez voir comment, quand il donne une causerie, il y a cette exploration toujours fraîche où Paul essaye, si j'ai bien compris, de rester à l'écoute au lieu de seulement parler de sa mémoire. Paul Pujol, merci infiniment. Merci à vous. Et je suis sûr que nous allons nous entretenir à nouveau sur toujours cette exploration, mais sur d'autres aspects. Et je remercie aussi à la technique Jean-Paul Lheureux. C'est Samir Koussa qui vous dit à la prochaine. Au revoir. C'était L'Homme en devenir avec Samir Koussa. Soyez des nôtres tous les lundis dès 13h. Cette émission est une production de Radio Mieux-être.